Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Et à ceux qui visitent la chaîne pour la première fois, je leur dis bienvenue à Electronic Truc et pensez à vous y abonner. Merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un schéma électronique d'un outil, ou si vous voulez, d'un appareil aussi pratique qu'indispensable pour nous les amateurs d'électronique. Cet outil s'appelle la charge électronique, ou en anglais Electronic Load. Cet appareil existe sous différentes tailles, selon ses caractéristiques, selon la puissance, etc. Comme ceci, qu'on peut acheter à travers l'internet, ou bien aussi qu'on peut fabriquer soi-même, comme ces prototypes faits par des amateurs en électronique. Mais à quoi cet appareil va servir exactement? Eh bien, c'est un appareil conçu pour tester les sources d'alimentation. On peut tester les alimentations de laboratoire, fixes ou variables, les ATX, les alimentations ATX des PC, des ordinateurs de bureau, les chargeurs de batterie, de téléphone, de portable, etc. On peut tester aussi les convertisseurs DC-DC, c'est-à-dire courant continu, back et boost, abaisseur et élévateur. Et on peut aussi tester les panneaux solaires et les batteries. D'habitude, pour tester une source d'alimentation, on lui connecte une résistance, une lampe ou un moteur. Mais tous ces éléments représentent une charge fixe pour la source à tester. Et donc le courant ou l'énergie consommée sera fixe. Et dans ce cas, le test ne sera pas valide. Il ne sera pas très efficace. Par contre, la charge électronique permet de varier à tout moment l'énergie consommée, en variant le courant absorbé, la tension appliquée et même sa résistance interne. Elle est donc beaucoup plus flexible et peut tester la source d'alimentation sous différents scénarios. Par exemple, une charge électronique professionnelle comme celle-ci peut contrôler le courant, la tension, la puissance et la résistance équivalente, selon le mode qu'on lui choisit. Elle permet d'ajuster ces paramètres en temps réel, pendant le test. Les quatre principaux modes de travail d'une charge électronique professionnelle sont le mode CC, ou courant constant, et dans ce mode, le courant est maintenu constant, quelle que soit la tension de la source. Et nous avons le mode CV, ou Constant Voltage, c'est-à-dire tension constante. Et dans ce mode, la charge ajuste sa consommation pour maintenir une tension précise. Elle ajuste sa consommation, c'est-à-dire qu'elle ajuste le courant ou sa résistance interne pour maintenir une tension précise. Nous avons le mode CR, ou résistance constante. Ici, la charge simule une résistance fixe selon la loi d'Ohm, où U égale RI. Et nous avons le mode CP, ou puissance constante. Et dans ce mode, la charge varie le courant pour maintenir une puissance absorbée constante, selon la formule P égale UI. Pour citer un exemple pratique, prenons par exemple une batterie lithium-ion de 3,7 volts et de capacité 4800 mAh. Et pour évaluer la capacité de cette batterie, c'est-à-dire pour voir sa santé et déterminer sa capacité réelle, on lui connecte notre charge électronique en mode CC, en mode courant continu. Si on règle par exemple le courant de décharge à 1 ampère, la batterie devrait théoriquement tenir environ 4h48 minutes avant d'atteindre sa tension de coupure qui se situe entre 2,7 et 3 volts. Si elle se vide plus vite, cela indique une perte de capacité de la batterie due à l'usure ou à sa mauvaise qualité. Pour terminer cette introduction, on peut dire que l'Electronic Load, ou charge électronique, est un outil polyvalent. C'est un outil polyvalent parce qu'à côté de ces tests d'alimentation, il trouve aussi sa place dans le domaine de la réparation des appareils électroniques. En résumé, c'est un appareil indispensable pour les ingénieurs et les amateurs d'électronique. Et on arrive à notre sujet principal, c'est-à-dire le schéma électronique qu'on va analyser ensemble. En réalité, ce schéma est en quelque sorte la synthèse de plusieurs schémas que j'ai trouvés sur Internet. Et en regardant bien ces schémas, on trouve qu'ils comportent tous les trois étages essentiels qui composent une Electronic Load. C'est-à-dire les trois étages, c'est-à-dire un étage d'entrée qu'on va appeler étage de consigne, un étage de puissance, c'est en quelque sorte l'étage de sortie, et entre les deux, nous avons un étage
de contrôle qui va contrôler, ou si vous voulez, qui va synchroniser la sortie avec l'entrée. Et tout ceci nous amène à dessiner ce schéma théorique d'une charge électronique dans sa forme la plus simple et la plus basique, afin de faciliter, ou si vous voulez, de simplifier l'explication et de faciliter la compréhension. Et sur ce schéma, nous avons les trois étages en question, c'est-à-dire l'étage de réglage de la consigne, l'étage de sortie ou de puissance pour absorber le courant, c'est-à-dire dissiper de la puissance, et l'étage de contrôle qui va synchroniser la sortie avec l'entrée. En ce qui concerne l'étage de consigne, il permet à l'utilisateur de fixer la valeur du courant qu'il souhaite faire débiter à la source qu'il veut tester. Et pour fixer cette valeur de courant, on utilise un potentiomètre qui va prélever une fraction de tension à partir d'une tension fixe de référence. Ici, notre tension de référence est égale à 5 volts. Et cette tension, cette fraction de tension est proportionnelle au courant cible, c'est-à-dire au courant qu'on veut consommer, et va servir plus tard de point de comparaison pour la régulation. En ce qui concerne l'étage de puissance, le cœur de cet étage est un transistor de puissance, généralement un MOSFET canal N, et une résistance de puissance de faible valeur appelée résistance shunt. Et c'est dans cet étage que le courant fixé par la consigne devient une réalité. Le transistor de puissance est placé en série avec la source qui va fournir le courant et aussi avec la résistance shunt qui va mesurer ce courant. Ce transistor va agir comme une résistance variable. Il ajuste le courant qu'il absorbe en fonction du signal sur sa grille qu'il reçoit de l'étage de contrôle. Quant à l'étage de contrôle, il utilise un amplificateur monté en comparateur ou amplificateur d'erreur pour former une boucle de régulation. Comment va-t-il travailler? Eh bien, il va comparer la tension de consigne qu'il reçoit ici sur son entrée non inverseuse à la tension mesurée aux bornes de la résistance shunt, qui est une image fidèle du courant réellement absorbé, d'après la formule U égale RI. C'est-à-dire, ce courant absorbé par le MOSFET va traverser la résistance shunt et va retourner à la masse. Aux bornes de cette résistance, ce courant va créer une chute de tension aux bornes de cette résistance d'après la loi d'Ohm U égale RI. Donc la tension que nous avons aux bornes de cette résistance et qui sera dirigée vers l'entrée inverseuse de l'amplificateur, cette tension représente donc la valeur exacte de ce courant absorbé. Et d'après le résultat de cette comparaison, cet amplificateur opérationnel va ajuster sa tension de sortie qu'il applique à la grille du MOSFET pour maintenir l'égalité entre la valeur de consigne et la valeur du courant réel. À partir de ce schéma théorique, j'ai redessiné un autre schéma, un schéma réel, pratique, qu'on peut réaliser sur une breadboard et même sur un petit circuit imprimé, comme l'a fait un des internautes. Et comme on le voit ici, nous avons l'étage de consigne, l'étage de puissance et l'étage de contrôle. Sur notre schéma-ci, nous avons l'étage de consigne, l'étage de puissance et l'étage de contrôle. Voyons comment fonctionne notre étage de consigne. Tout d'abord, le rôle de cet étage est de fournir à l'étage de contrôle, qu'on voit ici, lui fournir une tension de consigne propre, stable et réglable. Et cette mission est confiée à deux composants principaux, le TL431 et le potentiomètre RV1. Le TL431 est un régulateur de tension shunt, parallèle, c'est-à-dire qu'on doit le brancher en parallèle avec la charge. Il fonctionne comme une diode Zener ajustable et c'est un composant à trois pattes qui ressemble à un transistor. Mais ces trois broches sont désignées par référence pour la broche 1, anode pour la broche 2 et cathode pour la broche 3. On utilise beaucoup ce composant à cause de sa grande stabilité en température et de sa tension de sortie ajustable entre 2,5 volts et 36 volts. Toutes ces caractéristiques
Ça s'explique par le fait que le TL431 n'est pas une simple diode Zener à jonction PN, mais c'est un circuit intégré, c'est-à-dire un composant actif programmable. Et dans sa fiche technique, on peut voir le schéma détaillé de sa circuiterie interne, ainsi que son schéma équivalent, sur lequel on peut voir que ce composant contient essentiellement un amplificateur d'erreur, ou si vous voulez un comparateur, une tension de référence fixe de 2,5 volts et une sortie à collecteur ouvert, c'est-à-dire une sortie qui n'est connectée à aucune source d'alimentation. Et pour utiliser ce composant, tu dois ajouter une résistance de polarisation entre la cathode, c'est-à-dire la sortie, et la tension d'entrée, si vous voulez la tension d'alimentation. Et le schéma ressemblera à ceci. D'après la fiche technique, cette résistance de polarisation doit être calculée de façon à ce que le courant qui circule dans le TL431 soit d'au moins 1 mA pour la tension la plus basse, c'est-à-dire V référence, qui est égale à 2,5 volts, et de 100 mA maximum à la tension d'entrée la plus élevée, c'est-à-dire 36 volts. En réalité, cette résistance dépend de 4 éléments. La tension d'entrée Vin, c'est-à-dire la tension d'alimentation. La tension de sortie Vout, c'est-à-dire la tension qu'on veut utiliser. Ici, elle est égale à 2,5 volts. Pourquoi? Parce que nous avons relié la broche de référence à la broche de cathode. Si on désire utiliser une autre tension, on doit utiliser ce schéma où la broche de référence est connecté à un point diviseur de tension, lui-même connecté à la broche de cathode. Et on utilisera cette formule pour trouver la tension de sortie. Vout égale 2,5 fois 1 plus R1 divisé par R2. Ici, R1 sur R2, c'est-à-dire 10 divisé par 5 égale 2. 2 plus 5 égale 3. 3 fois 2,5 égale 7,5. Donc nous avons une tension Vout de 7,5 volts. Si par exemple ces deux résistances sont égales 10 kg 10 kg ou 5 kg 5 kg, nous aurons ce rapport qui sera égal à 1, 1 plus 1 égale 2 et 2 fois 2,5 égale 5. Nous aurons une tension de sortie de 5 volts. Le troisième élément dont il faut tenir compte, c'est le courant de polarisation I cathode-anode. Et le quatrième élément est le courant de charge I load. Donc avec ces quatre éléments, on peut calculer notre résistance de polarisation avec cette formule. R égale Vin moins Vout divisé par I cathode-anode plus I load. Notre schéma, c'est-à-dire pour notre électronique load, on a choisi de prendre une tension d'alimentation Vin de 9 volts, qu'on voit ici, et de créer une tension fixe de 2,5 volts qui sera utilisée pour la consigne. Pour le courant de polarisation I cathode-anode, on a choisi une valeur de 2 mA et seulement 1 mA pour le courant de charge I load. Pourquoi? Parce que Vout, c'est-à-dire 2,5 volts, est chargé par une résistance de 6 kΩ. R2 plus RV1. I load ici est très faible. Donc notre résistance de polarisation sera égale à 9 moins 2,5 divisé par 2 mA plus 1 mA, c'est-à-dire 6,5 divisé par 3, elle sera égale donc à 2166 ohms, c'est-à-dire une valeur standard de 2,2 kg. Pour terminer cet étage de consigne, nous avons le potentiomètre R2 plus RP1 branché aux bornes de la tension de référence de 2,5 volts. Il fournira à l'étage suivant la tension de consigne qu'on peut ajuster entre 0 et 2,5 volts. Et ceci entraînera la variation du courant absorbé par la charge. Le condensateur C2 est un condensateur de filtrage. Il supprime les éventuelles oscillations ou parasites dues à des variations rapides de tension. Et le condensateur de 100 nanofarad, son rôle est d'éliminer les parasites haute fréquence et les bruits qui peuvent naître au niveau de son curseur.
Cette tension de consigne propre et stable est donc envoyée à l'étage de contrôle, c'est-à-dire à l'amplificateur opérationnel, sur son entrée non inverseuse, c'est-à-dire V+, et sera comparée à la tension mesurée sur la résistance shunt et qui sera présente sur son entrée inverseuse, c'est-à-dire V-. Le résultat de cette comparaison s'appelle tension d'erreur et l'amplificateur va s'efforcer à la corriger pour la rendre proche de zéro. Comment va-t-il procéder? Eh bien, l'amplificateur va ajuster sa tension de sortie et donc le courant absorbé par le transistor. Si le courant augmente, la tension mesurée ici, c'est-à-dire V-, elle va devenir supérieure à l'entrée V+. Donc dans ce cas, Vout, la tension Vout va diminuer et le courant va diminuer aussi jusqu'à avoir V- égale V+, c'est-à-dire la tension de consigne. Mais si le courant diminue, cette tension qu'on va mesurer ici va diminuer, elle va devenir inférieure à V+, donc dans ce cas, Vout va augmenter, le courant va augmenter jusqu'à avoir V- égale V+. Ce fonctionnement représente un circuit en boucle fermée, contrôlé par la tension de consigne. Voyons maintenant ces deux composants, résistance et condensateur. Ces deux composants qui sont connectés entre la sortie de l'amplificateur et son entrée inverseuse s'appellent un réseau de contre-réaction. En réalité, le réseau RC, ce réseau RC peut être omis. On peut se passer de ce réseau si on ne teste avec notre électronique load, on ne teste que des batteries ou des panneaux solaires, car ces sources d'alimentation sont lentes, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas des variations de tension rapides et ils n'ont pas de transitoire rapide. Par contre, avec une alimentation à découpage ou des variations rapides, le réseau RC devient indispensable, parce que sinon, on risque d'avoir des oscillations dans la boucle, un échauffement inutile et un risque de destruction du transistor de puissance. Le réseau RC dans la contre-réaction agit comme un compensateur PI, c'est-à-dire proportionnel intégral. L'action proportionnelle est menée par la résistance. La résistance ramène instantanément une partie de la sortie de l'amplificateur à son entrée V-, à son entrée inverseuse, assurant ainsi une correction proportionnelle et rapide. Donc l'entrée V- est toujours au courant de ce qui se passe à la sortie de l'amplificateur. L'action intégrale est menée par le condensateur qui accumule les erreurs et filtre les variations trop rapides en les intégrant. Il agit plus lentement mais corrige les erreurs persistantes. Donc ce réseau RC filtre le bruit et ralentit les variations trop brutales dans le pilotage du transistor. Résultat, un système stable, un suivi précis de la consigne et une bonne protection du transistor de puissance. Pour illustrer tout ce qu'on vient de dire d'une façon plus proche de la pratique, je vous présente cette simulation sur Proteus. C'est le même schéma, le circuit est le même que ce qu'on a vu. Je ne fais qu'ajouter ces deux voltmètres, ce troisième voltmètre ici sur la sortie de l'amplificateur et cet ampèremètre qui va nous montrer la valeur du courant, la quantité du courant absorbé. Lançons la simulation. Voilà. Comme on le voit ici, la tension de consigne est réglée sur 0. La tension de sortie 0 volts et le courant est égal à 0 ampère, donc aucun courant ne circule à travers le transistor. En réglant notre consigne, en élevant la valeur de la consigne, on remarque la tension de sortie qui augmente et le courant qui augmente en état 1 ampère. Si on continue à augmenter la valeur de la consigne, le courant augmente de façon proportionnelle et on arrive au maximum qui va nous donner 2 ampères et 2 ampères est l'image de ce qu'on a demandé avec notre tension de consigne 2,08 volts. Et comme on le remarque ici,
les deux tensions sur V plus et V moins sont égales. Et cela veut dire que notre amplificateur fait tout pour égaliser ces deux entrées. C'est-à-dire pour rendre l'erreur proche de 0. On abaisse la tension, la valeur de la consigne, et on remarque que le courant, vous remarquez ici, que la tension Vout descend, diminue, et le courant qui diminue aussi. Augmentation et diminution. Une autre remarque que je voudrais faire, arrêtons la simulation, une autre remarque, c'est que même si on change la valeur de la tension de la source, disons par exemple plus 12 volts. OK. Dans la simulation, notre source d'alimentation a changé de tension, mais si vous le remarquez, le courant n'a pas changé. Et nous aurons toujours un maximum de 2 ampères pour une valeur de consigne de 2 volts. On diminue notre valeur de consigne. Voilà, le courant descend jusqu'à atteindre 0. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la valeur, c'est que malgré les changements de la source, le maximum est toujours 2 ampères. On change encore une fois la tension de la source, disons 5 volts. Ok, lançons la simulation et vous remarquez que toujours le courant reste constant. Le maximum, comme on le voit ici, il est égal à 2 ampères. Donc la valeur du courant suit exactement la valeur de la consigne. Il est indépendant des variations de la source. Voilà. Pour terminer cette vidéo qui va devenir trop longue, et donc à tous ceux qui ont été patients et qui sont restés jusqu'ici, je leur présente cette charge électronique digitale et plus complète, mais basée sur le schéma qu'on a déjà expliqué tout à l'heure. Le seul ajout dans le schéma, ce sont ces AOP, ces amplificateurs opérationnels montés en suiveur de tension, dont le but est de renforcer les tensions qu'on va mesurer, cette tension ici et cette tension ici. Ce sont les tensions qu'on va mesurer avec l'ADC, l'analogue digital converter de l'Arduino. Et ici, cet état suiveur va renforcer la tension qui va piloter les tâches de puissance. Les tâches de puissance aussi a été doublée. Nous avons maintenant 2 transistors en parallèle, donc la puissance a doublé. Au lieu de 2 ampères avec le montage précédent, ici nous aurons un maximum de 4 ampères. On verra ça dans la simulation. Ce rotateur qu'on voit ici, il est ici pour simuler une alimentation variable. C'est-à-dire l'alimentation qu'on va tester avec notre charge électronique sera une alimentation variable. Ce rotateur nous permettra dans la simulation de varier la tension de 3,3 jusqu'à 25 volts. Et la valeur de l'alimentation, la tension de l'alimentation qu'on va tester sera acheminée à travers ce pont vers cet étage suiveur. Elle sera mesurée par l'entrée A0, l'entrée analogique A0 de l'Arduino, et sera affichée ici sur l'afficheur LCD. Input voltage 11,91. Parce que nous sommes sur 12 volts. L'afficheur nous affichera aussi la consigne qu'on a réglée. On l'a réglée sur 2 ampères. Et l'afficheur nous affichera aussi le courant réel absorbé par ces 2 MOSFET. On passe à la simulation. Voici notre circuit dans Proteus. Lançons la simulation. Input voltage est 7. Pour le moment, input voltage, puisque le rotateur est réglé sur 12 volts,
Donc nous avons à peu près 12 volts ici. Cette petite chute de tension est due au courant absorbé. Dans ce schéma, pour les besoins de la simulation, j'ai ajouté cette résistance R1 de 0,05 ohms qui symbolise un petit peu une résistance interne, la résistance interne d'une alimentation réelle. Donc cette tension 11,91, c'est la tension réelle de l'alimentation à tester. Ici nous avons la consigne qu'on peut régler avec ce potentiomètre. Bon, augmentons la valeur de la consigne, 2,5, 3, et nous avons, comme vous voyez ici, le courant qui suit à peu près exactement ce qu'on lui demande avec la consigne. Le maximum est égal à 4,4 ampères, 15, et le courant réel est égal à 4,13. Dans le sens inverse, comme on le remarque, la tension de consigne, plutôt la consigne descend, la valeur descend, et le courant suit jusqu'à 0 ampère. Voilà. Ce circuit nécessite bien entendu un programme, et vous pouvez télécharger le fichier. Le lien pour télécharger ce sketch, vous le trouverez dans la description. Voilà pour cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt. Merci.